Le micro. Le micro, c'est bon. Normalement, c'est bon. La blague. Fallait pas toucher le micro. Non, normalement, c'est bon. Hein. Et l'histoire. Ah. Écoute, je sais pas ce que j'ai fait. Je ne touche pas le micro, mais le micro... C'est pas la première fois. Hein. C'est pas la même fois. J'ai cru. Non, quand même pas. Mais c'est pas la première fois. C'est pas les... Ouais, les esprits sont là. Ouais. Bon, je suis pas sponsorisé hein, par Shure, hein, mais voilà, là je vois que le son marche. Faut avouer que c'est pas la première fois. Donc, on va faire attention. Je n'ai pas touché le micro. Donc rebonjour, rebonsoir tout le monde. Comme ça permet d'avoir un live qui commence plus tôt. Merci Massilia d'être là. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec le micro. Mais c'est pas grave. Le son est toujours bon, musique, parce que j'ai dû couper tout, relancer. Est-ce que tu peux me dire si c'est bon? Normalement, ça devrait le faire. Normalement, j'ai pas baissé le son, volume son, volume son, musique, au poil. Ok, merci. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Ça sent le faux contact de l'USB. Voilà, bref, c'est pas grave. C'est parti pour notre ami Yayoi Kusama. Donc je présente. Pourquoi je présente Yayoi Kusama? Évidemment, citrouille Halloween. Je me suis dit tiens, faisons un raccord simple entre Halloween et l'art japonais. Je commence un peu tard, mais on teste. Après, je me suis dit apéro, machin. Demain, c'est férié. Il y en a beaucoup qui seront pas là à 19h, donc je me suis dit 21h. Bon, heureusement. Mais s'il est fan number one, forcément, merci à toi, merci d'être présent, ouais, comme d'habitude. Je vais peut-être me mettre ma petite loupiote là, parce que j'ai Yayoi Kusama en rouge qui me fait une tête rouge. Bon, tu me diras, c'est pas grave. Hein. Avec Halloween, on est dedans. Bon, écoute, on va laisser comme ça, c'est pas grave. Go. Donc Yayoi Kusama, je pense que tu connais, que vous connaissez. Les vacances ont été bonnes, ouais, avant de commencer. Oui, bah, c'était toutes petites vacances, hein. Je suis pas beaucoup parti, enfin je devais partir, mais mon fils s'est fait bobo à la main. Bref, ça a été un peu compliqué. Donc finalement, on part parce que je devais partir là cette semaine, et finalement donc on décale. Je ne touche pas le micro. J'ai envie de toucher le micro, hein, mais non. Donc je suis juste allé, mais je ferai peut-être un petit truc là-dessus, tiens, sur la Japan Expo Orléans, qui était vachement intéressante, qui était rien à voir avec Paris. Si vous connaissez Japan Expo Paris, Japan Expo Orléans, c'est à peu près un demi hall de la Japan Expo Paris, mais intéressant. Donc c'est vrai qu'on le fait quand même assez vite, mais on est beaucoup plus proche de créateurs, illustrateurs, petits créateurs. Donc ça, je trouve que c'est cool comme convention. Et donc c'était un petit aller-retour, ouais, plutôt sur Orléans. Je voulais, pour te dire, toi, Massilia, descendre à Nice, mais je redescendrai, je pense, un petit aller-retour d'ici 15 jours, je pense. Mais je ferai sûrement du live, je ferai quelque chose. C'est pour moi, c'est pour mon bien-être mental. J'ai besoin d'avoir du soleil et de décembre. J'espère que ça a été, au fait, hein, tout ce qui a été inondation. Il y a aussi ça, hein, du fait que j'hésitais à descendre, parce que quand j'ai vu que c'était rouge et tout dans le sud, je me suis dit, je vais peut-être éviter. Donc j'espère que de votre côté, ça a été. Là, j'ai vu qu'il y avait les vents, mais je crois que c'est côté Manche. Je crois pas que le sud-est soit prévu, en tout cas touché, mais je pense que ça va souffler beaucoup. Donc voilà. Donc ça va, rien eu de cassé. Les Valaises, un peu, mais bord de mer, ça va. Ouais, cool. Donc tu vois, mais j'ai hésité à descendre parce que je me suis dit déjà que c'est la pagaille quand il flotte. Même là, déjà Orléans, pourtant pas très loin, hein, c'est 1h30, mais rien que pour revenir sur Paris, truc de dingue. Hein. Orléans en bagnole, 1h30, 1h45. J'ai mis 1 heure de plus
pour revenir, c'était juste parce qu'il pleuvait et que, en soi, il n'y a pas grand-chose. Évidemment, il pleut, bam, 2 accidents, c'était le bazar. Bref. Donc voilà, mais quand je descendrai sur Nice, je descendrai parce que j'ai des objets. Bon, bref, je navigue beaucoup pour aller pour mes objets, soit pour en chercher, soit pour en livrer. Et donc, je suis quand même assez souvent en voiture. Mais je pense que d'ici 15 jours, je descendrai peut-être en train ou en avion, bref. Let's go pour Yayoi Kusama. Donc Yayoi Kusama, c'est la petite dame que vous connaissez, que tu connais sûrement Massilia, qui est cette petite dame qui est née en 29. Donc, et ce qui est assez étonnant, c'est qu'on va voir qu'elle est encore beaucoup... elle est vraiment active. Et elle a même un musée à son nom. Donc c'est vraiment quelqu'un qu'il faut connaître. Alors, d'un point de vue artistique, c'est hyper intéressant. On va voir que c'est quand même quelqu'un... J'ai pas fait... Je suis assez court dans le format là. En plus, il va à 1 heure. Je vais pas faire un truc. Je fais pas un truc de 2 heures. Je vous préviens tout de suite. Même si vous tombez sur ce replay, comme d'habitude, le replay sur YouTube et sur Twitch. Je fais vraiment un petit format court. C'est vraiment pour vous donner envie d'aller voir le travail de Yayoi Kusama. Donc, vous inquiétez pas si vous tombez sur cette vidéo là, maintenant, là, tout de suite. Je vous fais pas 2 heures de conférence sur Yayoi Kusama. On pourra aller plus loin, plus expliquer un peu pourquoi elle est partie dans les poids, etc. Mais je vous donne plus, je dirais, un aperçu de son travail, histoire que si vous aimez, d'aller un peu plus découvrir son, en tout cas, travail d'art contemporain, étant donné que c'est beaucoup, on va voir beaucoup d'installations, beaucoup de choses qu'il faut vivre. Donc c'est un peu difficile aussi sur l'écran de montrer son travail, mais je voulais quand même faire un focus sur elle, parce que, comme je mets ici sur cette slide, c'est quelqu'un quand même qui est né en 29, donc elle a vu quand même beaucoup de choses passer, aussi bien, évidemment, d'un point de vue sociétal que artistique. C'est quand même une artiste qui fait vraiment partie, et qui a vu l'art moderne se faire, l'art moderne japonais se faire, qui est évidemment une des figures encore aujourd'hui de l'art contemporain, même si c'est quelqu'un qui a vraiment commencé à être vraiment actif dans les années 60. Donc on est vraiment sur l'art moderne et art contemporain. Pourquoi ? Parce qu'elle est en plein dedans là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est proactive et c'est quelqu'un qui, et ça, je trouve incroyable pour une artiste qui en plus sait se renouveler, et pourtant toujours en utilisant je vais dire gimmick, mais c'est peut-être pas forcément le bon terme, un élément qu'on est tous capables, quand on s'intéresse quand même un peu à l'art, pas forcément que japonais, on sait qu'il y a quelqu'un, celle qui fait des œuvres avec des gros poids, c'est elle. On sait que c'est une japonaise, on sait que c'est un truc. C'est assez dingue, c'est-à-dire qu'elle a réussi à utiliser un élément qui est simple, un cercle, un gros poids, quoi. Bon, après, on le nomme poids, et on va le nommer même polka dot. Mais c'est assez étonnant, cette répétition, on sait que c'est elle, quoi. Donc ça, je trouve que c'est assez malin, et les gens vont peut-être dire dans la rue, oui, tiens, c'est une japonaise, ou ils ont vu notamment, je vais en parler après, des collabs Louis Vuitton. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant, en tout cas comme artiste à découvrir. Pour sa petite histoire, Kusama, c'est quelqu'un qui a été élevé dans une famille très conservatrice japonaise, donc ça, elle le dit elle-même, hein. Donc, elle a développé son amour pour l'art très très jeune. Elle s'est formée à l'art, mais on est quand même... on sort années 20, bon, je ne vous fais pas le topo du Japon, évidemment, avec l'emprise coréenne. Ça a été quand même très compliqué. Le Japon, en 1910, 1930, après la Seconde Guerre mondiale, le Japon, l'histoire japonaise de toute cette première grande moitié du XXe siècle est quand même très compliquée. Et donc forcément, les artistes sont imprégnés. Je ne fais pas un cours d'histoire, mais les artistes aussi ont dû se développer et évoluer dans ce terrain-là. Il faut le comprendre, parce que c'est vrai, quand on a des artistes qui s'expriment sur des manières qui sont très figuratives, ou en l'occurrence, voilà, de l'art contemporain qui va être même abstrait, c'est toujours en relation, en tout cas 3/4 du temps, soit c'est avec évidemment sa propre vie, soit c'est avec la société qui est particulière. Une parenthèse, mais c'est pour ceux qui découvrent un peu l'art et qui ne savent pas, il faut toujours resituer le travail d'un artiste dans le temps, dans le timing, dans qu'est-ce qui se passe dans la société. Donc, il faut bien comprendre qu'elle, dans son parcours, ça a été jeune, c'était compliqué, une famille conservatrice, donc en plus des parents qui n'avaient pas envie qu'elle fasse forcément de l'art. Et elle est un peu contre-courant, finalement. Ce qui fait d'ailleurs que dans son travail,
On pourrait se dire, tiens, elle est contre ses parents ou des choses comme ça. On pourrait avoir de l'art un peu brut, vachement même brutal. Et pas du tout. Elle est tombée dans complètement l'inverse, dans l'utilisation de formes qui sont organiques. Il y a la répétition, je vais en revenir après, mais le rond, des choses très organiques, très vivantes, la nature, complètement à l'opposé de ce qu'elle a pu, en tout cas dans le dire carcan dans lequel elle a pu grandir. Ça aussi, il faut le comprendre. Je fais vraiment simple. Je rentre pas dans son histoire, sinon on passe 2 heures et c'est pas le but à cette heure-ci. Je veux vraiment juste vous donner des billes là-dessus. Elle a fait un parcours artistique, donc elle a étudié l'art au Japon. Après, elle est partie à New York dans les années 50. Donc elle est vraiment allée ensuite vraiment s'est développée, je dirais, sa vraie culture artistique et se développer elle-même en tant qu'artiste entre les années 50 et les années 60 à New York. Ça, c'est aussi un truc qu'on ne sait pas forcément de Yayoi Kusama. Pendant les années 60, c'est vraiment là où elle a développé, je vous fais évidemment pas le topo avec tous les artistes des années 60 aux États-Unis. Je pense que vous connaissez, mais c'est à ce moment-là où elle a développé vraiment son art, qui est un art qui touche à tout en termes de matériaux, en termes de technique. Mais dans les années 60, c'est là où elle a utilisé vraiment de plus en plus le poids, les fameux polka dots. On va voir que le poids, alors elle n'exprime pas tellement le pourquoi, bon, c'est un peu sa marque de fabrique aussi, hein. Pourquoi elle en est venue au poids, mais ça s'est fait progressivement. Le rond, l'usage du rond. Il faut juste dire, et je vous ai montré ici, là je vous montre une image d'une de ses installations, parce que c'est quelqu'un qui dans les années 60, faut dire que c'était évidemment très en vigueur, bon ça l'est encore aujourd'hui, hein, mais le fait de faire des œuvres d'art 3D. Pareil, si vous ne connaissez pas, parce que quand on parle d'installation, c'est que ce sont des grandes œuvres d'art dans lesquelles le spectateur va pouvoir se promener, va pouvoir, dans certains cas, toucher. Bon, là, elle se couche même dans son œuvre d'art, mais une installation, c'est vraiment vous rentrez dans l'œuvre et vous vivez l'œuvre. Donc, c'est vraiment, comme je le mets, c'est l'expérience. Et c'est vraiment ça qu'elle a voulu créer dès le début. Au-delà de faire des sculptures, des tableaux, elle faisait des choses, je vous montrais aussi du mobilier, je vous montrais. Elle a créé beaucoup de sculptures comme ça, ce qu'on appelle encore une fois, donc pour moi, c'est même des expériences créatives. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle a utilisé comme matériau, on le voit peut-être pas bien, c'est une photo qui est assez ancienne, des tissus. Donc là, notamment, c'est avec des bouts de canapé, des chaussettes, des draps rembourrés, pour faire des sculptures comme ça, très organiques. Donc, ce que je disais juste avant, pour justement contrebalancer peut-être ce carcan très strict dans lequel elle a grandi. Elle est plutôt partie dans ce côté organique, vous voyez, vivant, libre, la nature. Il faut se dire qu'on était dans les années 60. Donc, années 60, évidemment, il y a tout le mouvement psychédélique. Donc, il y a évidemment Warhol, il y a toutes ces tendances artistiques qui ont fait que c'est quelqu'un qui s'est vraiment inspiré de ce style américain des années 60, très marqué, et dans lequel, finalement, elle a pu aussi développer son propre style par rapport à sa connaissance artistique à elle. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça, c'est une partie de Kusama qu'on ne connaît pas nous aujourd'hui. On va vraiment la connaître. C'est l'artiste qui fait que des poids. Or, pas du tout. Elle a fait plein de choses avant qui étaient vraiment dans ce type-là particulier, mais dans ce type-là. Et puis, elle faisait aussi des 66, notamment 66-67, des performances, notamment inspirées de l'art chorégraphique, pas du théâtre, c'est de la chorégraphie, de la danse qui s'appelle le Buto. Je ferai peut-être un petit topo là-dessus sur le style un peu de danse, même de danse contemporaine qu'on appelle le Buto. Et par rapport à ça, elle a fait donc ce qu'on appelle des happenings, donc au-delà de ces sculptures énormes dans lesquelles vous pouvez bouger, elle a fait de la performance. Les happenings, c'est de la performance un peu imprévue dans des lieux en plus phares, c'est intelligente. Encore une fois, c'est les années 60, hein, elle était en rapport avec les plus grands de l'époque. Donc elle faisait des performances au MoMA, le musée de New York, la Statue de la Liberté, tous les autres musées, je dirais, tous les lieux artistiques de ces années 60-70, elle y a été. Donc c'est quelqu'un qui tout de suite a été, et puis c'était une japonaise, donc aussi une nouveauté, c'est quelqu'un qui a aussi, je dirais, été très mis sur le devant de la scène très tôt. Ça aussi, il faut le comprendre. C'est pas quelqu'un qui a été connu que dans les années 90, pas du tout. C'est quelqu'un qui, dès les années 60, je dirais le début de son travail artistique, elle a été connue. Et notamment les performances, elle avait un peu choqué le monde à l'époque. Alors j'ai pas mis de vidéo, en plus je pense que je me ferai ban sur Twitch,
Donc on va éviter de montrer des vidéos de performances de Kusama parce que c'était souvent des performances avec beaucoup de nus. Alors ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est que c'est une artiste qui, c'est pas elle qui se met comme d'autres artistes modernes et contemporains qui vont se mettre à nu eux-mêmes, faire une performance eux-mêmes. Elle, c'est au contraire, c'est je dirais des participants volontaires évidemment, qui faisait ces performances. Je vous laisserai regarder. Je pense que vous trouverez photos et vidéos sur le sujet. Bon, le but du fond, dans l'idée, hein, c'est l'organique, c'est relier l'homme à la nature, c'est le droit des femmes et des hommes de disposer de leur corps, la liberté sexuelle. Bon, vous voyez le topo, années 60, 70, 66, 69, 70. On est en plein dedans et Kusama s'est vraiment fait connaître pour ça. Je pense que la différence par rapport aux autres artistes de toute la scène new-yorkaise des années 60-70, c'est justement le fait que elle, sa ligne de conduite, c'était le côté organique, très naturel, très vivant, on dirait à des moments de la chair. Bon, voilà, c'est quelque chose qui, en tout cas, a été vraiment très marquant pour elle, et notamment ces fameux environnements plutôt immersifs, expérientiels de Kusama. Je vous mets ici une vidéo qui est sur YouTube, vous voyez, Restricted. Ah merde, je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Pourquoi YouTube est bloqué? Attendez, parce que je voulais vous montrer un truc qui était vachement bien. On va le faire comme ça. Une vidéo, je vous laisserai la regarder. Tac, tac. Normalement, c'est un court-métrage. Est-ce que je peux le passer? Normalement, je peux le passer. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Truc plein de poids. Juste qui donne un peu une idée. Je vous le fais pas, vous regarderez plus en détail. Pardon, si ça vous intéresse. Ça dure 23 minutes, hein, donc je vais pas vous le mettre. Mais ça s'appelle Kusama Self-Obliteration. C'est de 67. C'est un court-métrage de Judy Alcult, donc quelqu'un avec qui elle travaillait, qui est particulier. Vous voyez, donc c'est court-métrage artistique dans lequel elle est mise en avant. Un peu parce que la qualité où je vais mettre un peu moins. Comme ça. Ou je vais avancer. Vous voyez qu'on est vraiment sur de la performance où elle utilise déjà ces dots là, ces points blancs, qui a été une marque de fabrique dès le début. Encore une fois, elle exprime pas tellement le pourquoi du comment elle en est venue aux dots, au point. Mais c'est assez marquant de le voir dès les années 60 en fait, elle utilisait ces points. Mais c'est assez étonnant, c'est que c'était plutôt comme je dis, une marque de fabrique. C'est-à-dire que le sujet, c'est vraiment la performance. Donc en l'occurrence, bon, ça c'est un court métrage, donc, mais on voit ses œuvres, où elle peint des œuvres avec le point. Vous voyez la matière ronde, l'organique, ça évidemment ça rappelle plein de choses. Hein. Il y a du sang, il y a bon, je vous laisse imaginer. Je trouve que c'est assez intéressant. Donc regardez si ça vous intéresse. En tout cas, vraiment ces prémices du travail de Kusama en termes de performance. Je trouve que c'est intéressant pour comprendre l'artiste aujourd'hui. Donc cette vidéo-là, je vais vous le mettre en description, puisque dans ma petite présentation ça passe pas. Je le mets dans le chat et je la rajouterai en description de la vidéo. Voilà, voilà. Un truc que je trouve intéressant parce qu'encore une fois, ça permet de sortir un peu de l'image qu'on a de Kusama et juste de ces fameuses citrouilles. N'hésitez pas, comme je dis d'habitude dans tous les lives, si vous avez des questions sur Kusama. Alors, je ne serai peut-être pas forcément capable de répondre à toutes les questions sur Kusama, mais je rechercherai pour vous avec grand plaisir. Mais si vous avez des questions pendant le live, vous n'hésitez pas. Pendant le replay qui est dispo sur Twitch ou si vous tombez sur ce replay sur YouTube, je suis disponible en message évidemment pour y répondre. Kusama est très connu, donc au-delà des poids, vous voyez vraiment partout. Il faut vraiment passer, ce qui est assez intéressant dans le travail de Kusama, c'est passer le step du poids. Vous voyez le point noir, les points noirs, vous passez et vous regardez ce qu'il y a derrière. Parce que quand on reste buté sur le point, on reste buté là-dessus et on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Bon, en l'occurrence, ce qu'il y a derrière ici, c'est les fameuses citrouilles. Les citrouilles de Kusama, c'est aussi un élément clé dans son travail. Progressivement, c'est plutôt vers les années 80 où elle a commencé vraiment à faire peut-être fin 70, à faire l'usage de la citrouille. Pourquoi la citrouille? Parce que c'est vraiment quelque chose qui suit aussi son style qu'elle avait avant, des formes très organiques, ces formes rondes. On est vraiment dans là, donc naturellement, elle est allée vers ce légume qui est devenu finalement son légume.
Et elle l'a fait à toutes les sauces, notamment en termes de sculpture ici. C'est pour ça que je voulais parler des citrouilles de Kusama. D'ailleurs, vous remarquez qu'elles ne sont pas oranges, elles sont souvent jaunes. D'ailleurs, la grande là, que je vais vous présenter juste là, tac, qui est, je pense, vraiment une des plus connues en termes d'œuvre Maus, hein, grosse œuvre, puisque c'est cette énorme sculpture de Kusama qui est à Naoshima, qui a été prise en 2018. C'est assez marrant d'ailleurs parce que cette grande œuvre, cette grande citrouille avait été, il y avait eu une montée des eaux, donc elle avait été endommagée, je ne vais pas dire détruite, mais elle s'était retrouvée dans la flotte et elle a été remise à sa place. Donc vous pouvez aller, si vous allez au Japon, à Naoshima, vous pouvez aller voir cette œuvre. Ce qui est intéressant dans cette œuvre, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aller plus loin que juste regarder les poids. Ah bah tiens, elle a fait des points noirs sur cette citrouille. On est vraiment sur une œuvre qui est expérientielle. C'est une expérience pour le spectateur. C'est-à-dire, elle a voulu poser. Alors, c'est pas forcément à vouloir représenter quelque chose hein, dans la société, j'en sais rien, le mal-être ou la nature dans la société contemporaine. Plein de choses. C'est des œuvres qui se vivent et que chacun va avoir un endroit. Et c'est aussi ça le truc de style de Kusama, c'est que chacun va avoir une idée, va se donner une idée, va se demander qu'est-ce qu'elle a voulu représenter. Elle-même ne le sait pas. Hein, l'œuvre en question, c'est Pumpkin 2018. Hein, donc il n'y a pas d'explication. Mais en regardant cette fameuse citrouille au pied de l'eau, les fameuses montagnes derrière, vous êtes dans un univers et vous vous dites qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est moi le spectateur qui est plus petit? En plus elle est colorée dans un univers plutôt très nature, brut avec le sol. Voilà. Est-ce que c'est ajouter un peu de psyché dans ce monde? Chacun va avoir son style, chacun va avoir son ressenti. Et c'est aussi ça dans le travail de Kusama, c'est au-delà de l'expérience même qu'elle veut proposer, c'est que chacun va vivre son expérience dans ses œuvres. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une œuvre accessible. C'est toujours pareil, c'est un peu délicat avec l'art maintenant contemporain, parce qu'on se dit, si j'ai pas toutes les clés, si je comprends pas l'artiste, je connais pas l'histoire de l'artiste, je sais pas trop ce qu'il a envie de me représenter, que je passe à côté. Dans son œuvre à elle, vous n'allez pas à vous poser de questions, c'est vous ressentez le truc et ça va vous faire vibrer ou pas du tout. Il dit c'est quoi ça? Bon, déjà, rien que te dire c'est quoi ça, ça m'intéresse pas. Forcément, il y a déjà un avis ou peut-être des a priori qui fait qu'on reste pas de toute façon insensible et on vit cette fameuse expérience. Et c'est ça aussi qu'elle veut faire. C'est aussi peut-être à certains moments créer une certaine gêne, comme elle l'a fait d'ailleurs dans ses performances. C'est aussi, encore une fois, créer un rapport entre l'œuvre et le spectateur. Putain, c'est beau ce que je dis. C'est beau, non? Donc voilà, c'est juste pour vous dire que quand on voit une œuvre comme ça, et c'est aussi pour ça que je voulais faire un truc sur Kusama, c'est qu'on peut prendre l'œuvre comme elle est, et on ressent cette œuvre ou pas. Bon, je pense pas que ça nous dégoûte de voir une citrouille, mais on peut tous comprendre l'œuvre de Kusama. D'ailleurs, elle en a fait pas que des sculptures, elle en a fait aussi des peintures qui sont, moi je trouve, mais c'est mon avis à moi, peut-être moins marquante, où elle s'est permise d'ailleurs de faire d'autres couleurs. Il y a eu la fait de temps en temps en sculpture dans d'autres couleurs, mais je trouve que ces sculptures, Kusama, c'est surtout ça, quoi. Où on se retrouve face à une mouse citrouille. Voilà, je trouve que c'est plus marquant visuellement, artistiquement. Ces sculptures sont plus impressionnantes, je dirais, mais c'est mon avis à moi, que ces tableaux. Voilà. Bon, en tout cas, sachez juste qu'elle a fait aussi ça. Je vous invite à les regarder plus en détail, plus impactant. Ouais. Mais allez voir, vous mettez Pumpkin, alors c'est souvent en anglais, donc c'est Pumpkin, ou Polkadot et Kusama, vous verrez un peu tout ce qu'elle fait, ça vous donne une idée. J'essaye aussi, petite précision, quand je vous montre des œuvres comme ça, j'essaie d'utiliser des photos qu'on peut utiliser pour pas utiliser de copyright de photographes qui n'ont pas forcément donné les droits, parce que en particularité pour Kusama, les photos sont prises de photographes, puisque les photos comme le maître que je peux utiliser quand c'est copyright musée, je peux utiliser, mais de temps en temps dans les présentations, je fais assez attention à ça aussi. Je ferme la parenthèse. Tu me dis quoi? La disproportion est importante, je pense, et on me perd dans les tableaux. Oui, de toute façon, j'ai l'idée. Ce côté de proportion, de toute façon, on le retrouve dans son travail. Comme les dots ici, c'est toujours l'homme. Ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve depuis le début dans ses performances, où on est, comme je disais, dans les installations.
ou pas les performances, je dirais les installations qui veulent créer une expérience, c'est déjà le rapport du spectateur, de l'homme, dans une œuvre, dans quelque chose. On veut nous plonger dans quelque chose. Et elle veut vraiment nous emmener dans son univers. Après, ce truc, mais je pense que c'est valable pour la majorité des artistes contemporains, c'est que quand elle fait une œuvre comme ça, voilà, Pumpkin 2010, hein, l'œuvre. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas, on ne cherche pas à expliquer quelque chose derrière. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Après, il y en a qui restent complètement insensibles. Hein. Voilà, après, mais voilà, il y a quelqu'un qui fait ce truc. Il y a aussi du mobilier qui est intéressant. Enfin, mobilier. On est plutôt sur de la sculpture slash mobilier de Kusama, qu'on connaît très peu. Pareil à l'usage de formes organiques. Donc vous voyez ici, on reprend plutôt son travail des années 60, où je disais au tout début, où elle a voulu utiliser des formes, notamment dans ses grosses installations dans les années 60 avec Warhol et compagnie, où elle utilisait un petit peu le point, mais pas que. Et ben dans les années même 76, 62, 65, ouais, où elle faisait du mobilier avec toutes ces formes-là, on ne sait pas trop, c'est du lombric, c'est naturel, mais en même temps, on ne sait pas trop. Ça, tout de suite, on se pose des questions. Et je trouve que c'est vraiment ça le côté de Kusama, comme je disais. Au-delà de l'œuvre là, des œuvres comme ça, vous les regardez, vous dites qu'est-ce que c'est. C'est déjà en termes de matériaux, qu'est-ce que c'est. En termes de forme, qu'est-ce qu'elle a voulu montrer. Ah oui, est-ce que c'est la nature qui reprend ses droits, sur le mobilier? Est-ce que c'est un tableau nature? On se pose plein de questions. Et pourtant, elle même ne cherche pas en tout cas à éclaircir, puisque comme vous voyez, Armchair, Red Stripes, voilà, le nom de ses œuvres, c'est, je dirais, on laisse complètement, et je trouve que c'est ça aussi qui est bien par rapport à d'autres artistes qui vont vachement détailler leur œuvre. Elle laisse complètement libre cours au ressenti du spectateur. On aime ou on n'aime pas, mais même quand on n'aime pas, je trouve que c'est un ressenti. Kusama aussi. Putain, j'ai touché le micro, attention. En fait, le gros truc, et c'est un truc qu'il faut vraiment retenir de Kusama, au-delà de ces fameuses citrouilles, c'est que ce qui permet d'expliquer, en tout cas, l'usage de ces points, là, les points qu'elle met un petit peu partout, c'est sa propre expérience. Parce qu'en fait, depuis toute petite, elle souffre d'hallucinations visuelles. Alors, je ne sais pas si elle a un trouble, elle en parle hein, de ces troubles psychologiques, mais je ne sais pas s'il y a un nom sur ce trouble. En tout cas, c'est quelqu'un qui a tout de suite, même qui en parlait d'ailleurs très librement dans les années 60, de ses hallucinations. Et de ces troubles psychologiques, ça a été aussi un thème dans lequel elle a voulu peut-être aller. Ce qui explique, j'essaie en tout cas d'expliquer par rapport aussi à ce qu'elle dit, c'est-à-dire l'obsession, la répétition compulsive, la peur de l'anéantissement. Bon, on est dans vous voyez, un peu des troubles, on se pose l'obsession, c'est quand même très clé aussi souvent, en tout cas pour les personnes qui souffrent d'hallucinations, c'est souvent une reprise des éléments, même imaginez quand vous fermez les yeux, des fois vous avez la lumière, vous imaginez tous ces flashs que vous pouvez avoir. Moi je pense que les points qu'elle utilise, ça provient de là. C'est-à-dire ces hallucinations, ces images, ces effets de lumière qu'elle pourrait avoir très régulièrement elle-même, qu'elle vit encore, hein, sûrement aujourd'hui, c'est ces points. Donc moi je pense, en tout cas je fais raccord entre les points, les ronds qu'elle utilise tout le temps, avec vraiment cette, je vais pas dire ces pathologies, mais en tout cas ces visions peut-être qu'elle peut avoir. Et c'est vrai qu'en tout cas le côté répétition, le côté mental de ses œuvres, dans son travail, et ça elle le dit elle-même, c'est aussi une forme de guérison pour elle-même. C'est-à-dire créer ses œuvres. Bon, après, vous me direz, c'est toujours le cas pour des artistes qui expriment en tout cas une souffrance psychologique. L'œuvre d'art permet justement de pallier et de résoudre du moins de compenser, je dirais, ces troubles. C'est le cas vraiment avec Kusama. Et c'est vrai que ces thèmes, l'obsession, l'infini, la répétition, c'est des choses qui clairement se retrouvent dans son travail et prennent naissance dans ce problème, je dirais, psycho. Après, elle a développé ensuite son style en utilisant ces fameuses couleurs, les couleurs vives, toujours des couleurs vives, ça c'est clair. Les points, les couleurs vives, c'est vraiment des années 60, sa marque de fabrique. Je vous ai remis ici une image de ces fameuses années 60, puisque
dans ce côté un peu thérapie, l'obsession, il y a une notion clé dans le travail de Kusama, c'est l'infini. Alors ça, quand je dis infini, c'est infini / répétition, mais elle-même a appelé ces œuvres que vous pouvez voir d'ailleurs à Tokyo au musée Yayoi Kusama. Hein, vous avez des salles, des installations d'ailleurs qui sont remises assez régulièrement. J'en parlerai 2 secondes après. Mais ça, c'est clairement une installation, expérience / œuvre d'art dans lequel vous retrouvez à la fois les formes qui sont très organiques, les points, la couleur vive, le rouge notamment, le rouge qu'on voit dans les tableaux dans la petite vidéo que j'ai montré tout à l'heure. Le rouge, je dirais que c'est un peu la couleur quand même clé. Hein. Rouge et noir, c'est vraiment la couleur clé qu'on retrouve dans le travail de Kusama. Bon, vous me direz, on est au Japon, donc je pense que c'est assez facile de faire le rapprochement avec le rouge. Mais là-dedans, les Infinity Room, donc c'est même Infinity Mirror Room, ça c'est une œuvre de 65, où donc là, elle était représentée, mais il faut imaginer que c'est une pièce, vous rentrez complètement dedans. Vous voyez le truc, je dirais, et à mon avis, c'est qu'elle essaie d'exprimer, de montrer au spectateur ce qu'elle ressent quand elle a ses troubles, quand elle a ses visions. Parce que quand vous vous retrouvez, imaginez vous vous retrouvez devant une œuvre comme ça, elle n'est pas là, mais vous avez toute cette accumulation d'objets de toute forme, psyché, mais en même temps comme si c'était des hallucinations, avec des miroirs. Imaginez le truc qui se répète à l'infini. Vous voyez le truc. Donc je pense que clairement, ces chambres-là, c'est Infinity Room, ce qu'elle a créé. C'est lié à la répétition, à cette problématique, ce problème ou ces troubles psycho qu'elle peut avoir, et c'est des choses qui vont assez loin et qui sont finalement très personnelles, mais en même temps, donc personnelles pour elle, hein, mais en même temps qu'elle veut créer cette relation avec le spectateur et dans une expérience qui va être vraiment une expérience sensorielle. Clairement, quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous poser plein de questions et, et même de regarder une œuvre comme ça devient limite, vous pouvez halluciner un petit peu, quoi. Vous restez un peu bloqué sur le truc, quoi. Bref, imaginez. Donc ça, je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très intéressant dans le travail de Kusama aussi. Je ne sais pas si vous connaissiez, mais en tout cas, sachez qu'au-delà même de ses œuvres, sa fameuse citrouille, elle a fait plein de choses. Dans d'ailleurs, ce côté répétition / hallucination / répétition, et ben c'est les points rouges, rouge, jaune, les points de couleur vive. Elle a vraiment continué jusqu'à aujourd'hui à en faire. Elle continue hein, encore, même si elle est née je rappelle, elle est née en 29, cette petite dame. Elle produit encore aujourd'hui hein, des œuvres. Donc, et notamment, elle était évidemment là sur le devant de la scène, peut-être que vous avez suivi ou peut-être pas, mais en tout cas, elle a été sur le devant de la scène avec une collab qu'elle a pu faire, parce qu'elle fait comme une dame avec un grand D, qui fait des collections, notamment qui fait des collabs, et elle a notamment fait plusieurs collections capsules, et notamment, elle a fait une collection avec Louis Vuitton. Je ne parle pas de prix du sac, hein, mais voilà, je trouve que c'est quelqu'un. C'est pour ça que je disais en intro qui était une artiste quand même très contemporain, parce que elle suit un peu le mouvement des artistes de la scène d'aujourd'hui, designers, graphic designers, qui vont faire ces fameuses collabs, vont faire des collections capsules. Vuitton, ok, bon, c'est Vuitton, d'accord, c'est pas Nike. Donne quand même carte blanche à une artiste comme ça, qui est une artiste qui, encore une fois, a été... pour moi, c'est un peu peut-être la seule artiste vivante qui était vraiment dans tout le mood psycho, des années 60-70 de Warhol et compagnie. Mais aujourd'hui, 2023, il n'y en a plus beaucoup, hein, des artistes encore vivants. Donc je trouve que Vuitton, qui a voulu comme ça lui donner une carte blanche, bah c'est bravo, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans l'œuvre, elle aurait pu choisir d'ailleurs dans ses productions de sacs ou autres, de faire qui étaient présentées d'ailleurs. Je ne sais pas si ça l'est encore, mais il y avait un petit musée, une petite expo à Paris en face de la Samaritaine, enfin aussi, c'est pas ex-Samaritaine, ça s'appelle encore Samaritaine, un lieu d'exposition de Vuitton. Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, mais où on pouvait voir les sacs, en tout cas ce qu'elle avait pu faire comme collaboration avec d'autres artistes. Et je trouve que ce qui a été intéressant, c'est qu'elle a choisi dans son œuvre de représenter des points. Des points comme vous pouvez voir ici sur le sac. Et ce qui est assez intéressant, c'est que sur le sac que vous pouvez voir,
À la différence de la citrouille que je vous ai montré tout à l'heure, où c'était des dots, là, les points noirs parfaits, qui étaient comme si c'était des, vous savez, les pastilles collées, quoi, qui sont toutes nickel. Là, elle est d'ailleurs son travail plus tardif, c'est ça. Les points sont devenus vraiment des touches qu'elle fait elle-même au pinceau. Comme vous pouvez voir, les ronds, là, ils sont pas parfaits. Donc c'est vraiment des ronds, l'accumulation. Donc on regarde, c'est un peu l'hallucination. Et en même temps, c'est quelque chose de très, très humain. Enfin, vous voyez que c'est pas une machine qui l'a fait. Et ça, je trouve que c'est vachement bien dans cette œuvre. Enfin, c'est un sac, hein, mais c'est un sac qui peut être une œuvre d'art. Au-delà du fait que son prix peut coller au prix des œuvres d'art. Et puis à gauche, je vous montre, je sais pas si vous aviez vu, mais elle avait été dans tout le concept. Bon, après, évidemment, il y a toute la maison Vuitton qui aide, hein, mais je trouvais que c'était vachement bien. Le grand bâtiment Vuitton qui est sur les Champs-Élysées avait été décoré de ces fameux points, ces fameuses touches de couleurs qui sont vraiment de la Kusama, et avec elle-même créé en mode gonflable énorme. Mais c'est énorme, vous vous rendez pas compte du bâtiment, mais c'est un bâtiment qui est énorme. Donc sur ce bâtiment qui est déjà énorme, vous avez en plus Kusama qui était gonflable, couché. Je trouve que c'était un truc de dingue. Et notamment, et aussi en face de la Samaritaine, ils avaient créé une Kusama qui faisait, je sais pas moi, 10 mètres de haut, devant, pareil, des devantures de Louis Vuitton et de ce fameux petit musée avec tous les points de Kusama. Donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un que je voulais vous en parler. C'était pas, voilà, c'est pas une grande présentation que je vous fais ce soir, mais je trouve que c'est une artiste qui vaut vraiment le coup, et il faut, comme je disais dans ses œuvres, dépasser juste le cadre de ces ronds là, où vous pouvez rester fixé là-dessus. C'est juste une artiste qui fait des ronds, pas du tout. Derrière, il y a plein de choses, et on arrive à comprendre que la répétition, elle est là parce qu'elle veut vous faire vivre quelque chose, et même si elle en met partout, c'est sa touche de fabrique. Et c'est ça aussi, une grande artiste, quoi, qui, pour un truc simple, un point, un rond, bah, on sait la reconnaître, quoi. En rond répété, certes, mais on la reconnaît partout. Et je trouve que ça, c'est très intéressant dans le travail de Yayoi Kusama. Donc je vous invite à aller voir, bah voilà, par exemple, là, c'était une des expos de Kusama. Vous voyez, vous pouviez... encore une fois, quand on parle Massilia disproportion, elle-même, là, se représente, d'ailleurs, ça, elle se présentait, elle, dans ses performances dans les années 60. Pas toutes d'ailleurs, et c'est pas, comme je disais, c'est pas elle qui se mettait à nu, etc. Mais on voit dans la vidéo, le court-métrage, elle se représentait elle. Là, dans son travail contemporain, maintenant, elle se met vachement plus en avant parce que ça devient une icône. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui aujourd'hui est plus présente et qui clairement va marquer, je pense, l'art contemporain à venir à coup sûr, ne serait-ce que dans ses collaborations et des choses qui sont très simples d'ailleurs, hein, les vêtements, les points noirs, on est où les points rouges, on reste sur un cumul de points de la même couleur, toujours des couleurs qui sont les couleurs, je dirais, basiques, hein, que tout le monde peut comprendre, et c'est assez intéressant, je trouve, en tout cas comme approche. Yayoi Kusama. Si vous voulez voir son travail, elle est représentée un peu partout. Donc évidemment, dès que vous allez avoir dans un musée d'art contemporain, il y a une grande chance que vous tombiez sur une œuvre de Kusama. Et évidemment, aux États-Unis, vous avez le MoMA qui en présente. Vous avez la Tate Modern à Londres, donc ça, vous pouvez voir Kusama. Vous avez Pompidou, donc à Beaubourg. Vous pouvez voir des œuvres aussi de Yayoi Kusama. Et puis évidemment, si vous avez la chance d'aller au Japon, sachez que au-delà du musée d'art moderne Tokyo, vous avez un musée Yayoi Kusama qui présente ses œuvres. Donc, on a une exposition permanente temporaire, donc on recadre de son vivant, puisqu'elle est encore vivante, hein, cette dame. Elle a un musée dans lequel elle a ses œuvres qui sont présentées, des expos temporaires. Voilà, vous avez le musée Yayoi Kusama. Donc, il faut quand même imaginer le poids qu'elle a aujourd'hui au Japon pour une artiste qui est née en 29, qui a grandi dans les années 50-60 avec l'art aux États-Unis, Warhol, Psyché, le pop art, etc., qui aujourd'hui a quand même son musée de son vivant. Voilà. Donc, je faut juste penser à recadrer, et que nous, on se rend peut-être pas compte du truc, mais c'est vraiment une artiste qui est très très marquante pour le Japon, qui est d'ailleurs, je pense aussi, un des mouvements, une des pas têtes de gondole, c'est pas bien de dire ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui, je veux dire, exporte la culture contemporaine japonaise, mais presque. Vous parlez art contemporain japonais, vous pensez à Kusama, quoi. Et qui est aussi, par ses collaborations avec des marques, c'est sûr que ça favorise aussi
l'expansion et faire montrer son travail, bref. Donc voilà, vous trouvez du Kusama vraiment partout. Donc je vous invite, c'est pas une grande présentation, je termine là-dessus. Hein. On est sur une Yayoi Kusama qui est très intéressante à regarder. Je trouve qu'il est vachement bien, et c'est ce que je voulais faire ressortir de cette présentation. Alors son œuvre, vous voyez, hein, son œuvre, on est quand même simple. Les performances, c'est toujours dans les années 60, donc je voulais faire focus quand même sur des œuvres plutôt contemporaines qu'elle fait en sculpture ou autre. Je vous invite à regarder. Vraiment, faites votre tour sur Google. C'est assez délicat de prendre des photos, comme je disais tout à l'heure, puisque pour les copyrights, je fais très attention à ça. De ne pas prendre des photos que je ne peux pas utiliser, clairement. Donc, je vous invite à aller regarder si vous voulez son œuvre. Vous avez des livres, des publications. Vous mettez Pumpkin, surtout Pumpkin hein, en anglais. Vous allez voir son travail. Quelques vidéos. La vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, je vous la remets dans la description de cette vidéo-là, dans le replay, vous l'aurez. En tout cas, je vous invite vraiment à aller découvrir le travail de Kusama, qui se montre un peu plus aujourd'hui, mais qui avant, encore une fois, n'était pas forcément mise en avant. Donc là, on la reconnaît parce qu'avec ses cheveux rouges, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui qui se mettait en avant comme ça. Donc c'est aussi intéressant de voir aussi ce développement en tout cas artistique de Yayoi Kusama. Voilà. Donc c'est un petit aperçu de son travail, mais je vous invite vraiment à aller découvrir ce qu'elle fait parce que faut aller plus loin que les poids pour aller vivre les œuvres de Kusama. Voilà pour ce petit live sur Kusama. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, je suis disponible via cette vidéo en replay, sur YouTube en replay. N'hésitez pas. Christine, salut. Merci de rien, avec grand plaisir. C'est vraiment une artiste qui est intéressante. Je trouve, moi, encore une fois, à titre particulier, donc aujourd'hui, il faut vraiment suivre ses collabs qui sont intéressantes. Je vous remets sur Vuitton avec son sac, là. Voilà, bon, c'est quelqu'un qui... Voilà, très peu connaisseur d'art moderne, mais toujours un plaisir de découvrir des artistes. Bah écoute, merci Massilia. C'est vrai que je trouve que c'est une artiste, il y en a pas beaucoup, c'est-à-dire que le Japon, on en a déjà parlé, j'en reparle aussi là, avec d'autres gens qui veulent bosser sur la diffusion de l'art contemporain, moderne, contemporain japonais. C'est vrai que par rapport à d'autres pays, la Corée, la Chine, autres, le Japon, c'est quand même, encore une fois, le fait que ce soit une île, on est sur des artistes qui ont un petit peu plus de mal à peut-être à s'exporter. Et c'est vrai que heureusement qu'il y a Kusama, parce que Kusama, bah voilà, derrière elle, elle tire quand même toute cette mouvance d'artistes qui sont quand même proactifs. Donc je trouve que voilà, il faut en tout cas découvrir son travail. Bien entendu, c'est quelqu'un qui, par les performances, c'est pour ça que je voulais pas. Et puis c'est très compliqué après de montrer une installation. Ou vivre une installation, il faut la voir. Aussi, c'est plus difficile d'accès. Donc c'est vrai que toutes les œuvres des années 60-70 sont plus compliquées d'accès que quand on a une collab comme ça. En tout cas, allez voir parce qu'elle est très intéressante. Voilà. Donc comme d'habitude, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à me poser des questions comme je disais en replay. Rendez-vous demain pour un objet. Il faut juste que je cogite sur l'objet. J'ai envie de vous montrer un objet japonais, peut-être un truc que j'aurais pas forcément, mais je vais vous montrer quelque chose, j'ai un truc en tête. J'hésite entre deux objets, donc ça ce sera demain pour la vue mercredi. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne soirée. Comme d'habitude, merci Christine, merci Massilia, merci aux autres, à tous ceux qui sont tombés, qui sont peut-être repartis, qui sont revenus, bref, comme d'habitude, merci de m'écouter, et n'hésitez pas si vous voulez que je pousse ou que je reparle peut-être de Kusama sur un autre angle, ou si vous avez des œuvres, avec grand plaisir en tout cas pour en parler. Merci, je vous souhaite une très bonne soirée, rendez-vous donc demain pour la merci Christine, une très bonne soirée, et puis écoutez, rendez-vous demain pour présentation d'un objet. Ciao ciao.